Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Josiane Mouzaned. Au sommaire de cette édition, tout un dortoir est parti en fumée, laissant dans la désolation parents, élèves et éducateurs. L'établissement concerné est le lycée Moussema, situé en commune Matongo de la province de Butanyerera. L'origine de ce feu qui s'est déclenché ce mardi soir n'a toujours pas été identifiée. La NSS demande au gouvernement du Burundi de s'impliquer davantage dans la lutte contre le sida, un secteur qui se porte mal depuis le retrait de certains bailleurs. L'annonce a été faite ce 17 novembre lors du lancement de la campagne du dépistage massif et volontaire. Et comme tous les mercredis, la deuxième partie de ce journal sera consacrée au mini-magazine au cœur de la société. Aujourd'hui, il sera question des difficultés qu'ont les agriculteurs suite au manque de fertilisants. Voilà pour les grandes articulations. Bien le bonsoir chez vous, mesdames et messieurs. Tout de suite, le développement de ces titres. Rebonsoir. Justice pour commencer. Le procès de la journaliste Sandra Muhoza s'est tenu ce mercredi devant le tribunal de grande instance d'Ongozi. Une audience marquée par de vives contestations de la défense qui a immédiatement soulevé des irrégularités qu'elle juge graves. Les détails avec Rémi Indelagapur. Les avocats de Sandra Muhoza ont d'abord remis en cause la validité même de la saisine du tribunal. Selon eux, le parquet de Mukaza Bujumbura avait émis le mandat d'arrêt alors que la cour pénale du même ressort s'était déjà déclarée incompétente pour juger cette affaire, estimant que l'infraction reprochée aurait été commise en Ngozi. Cette décision rendue en juillet dernier aurait dû, selon la défense, invalider toute la procédure engagée à Bujumbura. Les avocats se sont appuyés sur plusieurs articles du Code de procédure pénale burundais, notamment les articles 156, 170, 111, 10 et 158, pour démontrer que la nouvelle juridiction compétente est bel et bien celle d'Ongozi, et que les actes qui ont suivi mandat, jugement, détention seraient entachés de vices de forme. Il invoque notamment l'article 156 qui permet au juge de se prononcer d'office lorsqu'une irrégularité est constatée. La défense a demandé à la Cour de remettre la procédure à plat, d'annuler les actes jugés irréguliers et de reprendre l'ensemble du dossier conformément à la loi. Ce procès s'inscrit dans un feuilleton judiciaire qui dure depuis plus d'un an. Condamné en décembre 2024 à 21 mois de prison pour atteinte à l'intégrité du territoire national et aversion raciale, après le partage dans un message dans un groupe WhatsApp. Sandra Muhoza a vu cette condamnation remise en cause lorsque la Cour pénale de Mukaza a déclaré de ne pas avoir l'incompétence. Malgré cette décision, la journaliste est restée en détention, transférée à la prison de Mimba et celle d'Ongozi fin septembre. Ses avocats demandent toujours sa mise en liberté provisoire, affirmant qu'aucun fondement légal ne justifie son maintien en prison. Plusieurs organisations de défense de la presse, Reporters sans frontières et le Comité pour la protection des journalistes dénoncent une détention que les juges arbitraires. Ils rappellent que la justice burundaise est tenue de respecter la décision incompétence rendue par la Cour d'appel. À l'issue de l'audience de ce mercredi, la Cour d'Ongozi a décidé d'examiner les arguments liés aux irrégularités de procédure avant de se prononcer sur le fond du dossier. Aucune décision n'a pas encore été rendue et une nouvelle audience est attendue dans les prochains jours. Rémi Indelagakura, je vous le disais en titre, le dortoir des filles du lycée Moussema situé en commune Matongo de la province de Butanyerera a pris feu hier soir. Rien n'a été sauvé. La direction, de même que les parents des élèves, demandent une aide d'urgence. Hervé Miyouhide présente les dégâts occasionnés par cet incendie. Il était 19h45 ce mardi lorsque un incendie s'est déclaré dans 3 dortoirs. Des élèves filles, principalement fréquentés par celles qui sont en dernières années du cycle fondamental au lycée Moussema, situé à Utaganzwa dans la commune Matongo, province de Butanyerera. Ces 3 dortoirs arbitraient 376 élèves.
Cette mère d'élèves, arrivée rapidement sur les lieux, a trouvé une grande partie du matériel scolaire et personnel, notamment des matelas, des vêtements, des cahiers et bien d'autres effets complètement brûlés. Dans les dortoirs, il y a 376 jeunes filles. Parmi elles, 170 ne possèdent absolument rien, tandis que 197 ont très peu pour subsister et nous ne parvenons pas non plus à leur apporter une aide suffisante. Par ailleurs, 87 matelas neufs ont été entièrement consumés par l'incendie car les dortoirs avaient pris feu. Nous rendons toutefois grâce à Dieu car aucune élève n'a été blessée ni brûlée. Selon Ponce Kubgayo, directeur de l'école, un court-circuit serait à l'origine de l'incendie qui a laissé les élèves dans une grande détresse. Il explique qu'ils ont d'abord entendu des fils électriques se rompre avant que les flammes ne se propagent rapidement. La direction de l'école a demandé aux élèves de rester sur place et toute personne souhaitant les soutenir est invitée à venir directement à l'établissement. Ponce Kubgayo, directeur du lycée Moussema, appelle l'État et les bienfaiteurs à leur venir en aide afin que les cours puissent reprendre normalement. Merci également à toi, Hervé Niouhiri. En page gouvernance, les agents de la police burundaise exigent de la lumière sur l'orientation du budget alloué à l'achat du matériel de service, dont l'uniforme et les bottes. Ces agents du corps de sécurité disent ne pas comprendre le mauvais traitement auquel ils font face, contrairement à leurs confrères de la force de défense nationale, au moment où ils travaillent pour un même patron qu'est le gouvernement du Burundi. Suivez le témoignage d'un des policiers qui s'est entretenu avec la rédaction de la RPA. Pour servir le pays, il doit y avoir le nécessaire dans notre métier de policier. Nous ne comprenons pas pourquoi nos confrères militaires avec lesquels nous étions censés être au même pied d'égalité, mais qu'eux sont dotés de tout le kit essentiel pour la tenue vestimentaire et que nous marchons nus. Même nos responsables, s'ils étaient animés de bonne foi, ils devraient en tout cas avoir pitié de nous. Ici, il y a une question que l'on se pose, celle de savoir pourquoi nos chefs possèdent de nouvelles tenues. Alors, comment se fait-il que tu t'habilles convenablement et que tes subalternes portent des rayons? Imaginez la situation si l'on dispose d'une seule tenue. Que va-t-il se passer si l'on fait la lessive? Ce n'est pas normal que des policiers haut gradés, eux seuls, puissent détenir de nouvelles tenues, alors qu'il est prévu un budget relatif pour nous tous, les officiers, les sous-officiers, ainsi que les agents. Nous ne savons pas d'où vient cette sélection. Qu'ils nous disent si l'Assemblée nationale et le Sénat ne votent plus un budget affecté dans l'habillement approprié des policiers. Le ministre Martin Niteretse nous avait promis 2 paires d'uniformes et bottes. Que le directeur général de la police et le ministre de tutelle nous expliquent l'issue de la promesse du ministre Martin Niteretse. Nous demandons alors que nous, les policiers, soyons traités comme d'autres de la force de défense nationale. Et d'ailleurs, nous sommes nous aussi chargés d'assurer la sécurité du pays et du peuple. Nous pensons qu'il ne devrait pas y avoir 2 poids, 2 mesures. Sinon, ce sera une façon de nous diviser. Même sentiment au sein de la population civile. Certains parmi ceux qui se sont entretenus avec la RPA estiment que l'image vestimentaire de la majorité des policiers fait honte à la nation et demandent au gouvernement de penser à les habiller convenablement. Je vous propose d'écouter certaines gens qui se sont entretenus avec la RPA. Nous, comme population civile, on ne connaît pas grand-chose sur l'organisation de la police. Toutefois, ce que l'on peut voir avec nos yeux, ce sont des choses qui font honte, mais qui également soulèvent des inquiétudes. L'uniforme dont portent les policiers ces derniers temps, jadis, on voyait des policiers élégants. Mais regardez aujourd'hui, la majorité porte des tenues à lambeaux, des brodequets déchirés et assommés trop usagés. Ce sont des tenues qui déshonorent. On pourrait se demander si ce sont des policiers au service de la nation ou non. Ils peuvent venir arrêter des gens en tenue déchirée. Si l'on regarde les tenues des policiers, l'on reste avec des questions sans réponse.
On y trouve délavés et avec des taches pour la plupart, au point que l'on pourrait se demander si c'est la mauvaise qualité du tissu ou alors si ce n'est pas la malpropreté du porteur. Cela aussi bien pour les vestes que les pantalons. Les bottines ne font pas l'exception. C'est vraiment la honte. Il y a lieu de se demander si ce sont des politiques gouvernementales ou d'autres personnes inconnues. twebwe abanyagihugu turatangazwa cyane n'icyo basanga umuntu yambaye impuzu yatabutse Comme population civile, ça nous étonne beaucoup. On trouve des policiers avec des tenues qui sont tombées de la rue. C'est-à-dire, on leur distribuait même des chaussures dessus pour se protéger contre le froid, mais ce n'est plus le cas. On peut les retrouver avec des tricots ou des vestes achetés individuellement dans les friperies. Pour la plupart, les semelles originales ont été remplacées par des semelles fabriquées à partir de peaux usagées. Moi, je crois que tout ça c'est à cause de la non-distribution de ces tenues. Tous les responsables concernés fassent ce qui peut redorer l'image de la police. En page droits de l'homme, la valorisation du rôle des hommes dans la famille et dans le pays est l'objectif principal de la célébration de la Journée internationale des hommes. C'est du moins les propos du mouvement Inamahoro qui fait savoir en même temps que cette journée est une bonne occasion de reconnaître leur contribution dans le développement du pays. Selon Marie-Louise Balichako, présidente du dit mouvement, aucune violation des droits humains n'est pas autorisée, que ce soit pour les hommes, de même que pour les femmes. Suivez. La Journée internationale de l'homme se célèbre le 19 novembre de chaque année pour mettre en valeur le rôle des hommes dans la société, améliorer l'égalité des sexes et attirer l'attention sur la santé masculine, y compris la santé mentale. Le but de cette célébration est d'engager une lutte pour l'égalité des sexes et supprimer l'image négative et stigmatisée qui est associée à l'homme dans la société. En tant que femmes défenseurs des droits humains, nous saisissons cette occasion pour souhaiter à tous les hommes et les garçons, nos époux et nos fils, nos pères et nos frères, nos oncles et nos cousins, nos amis, nos voisins, nos collègues, tous nos concitoyens, une très bonne fête à l'occasion de cette journée internationale de l'homme. Nous reconnaissons à sa juste valeur votre rôle en tant que membre essentiel de la famille, de la communauté et du pays. Nous valorisons votre contribution au développement de notre pays et à la cohésion de sa population. En tant que femmes engagées pour la défense des droits humains dans notre pays, nous veillons toujours au respect des principes d'universalité et de non-discrimination des droits de la personne humaine. Nous reconnaissons que le concept de droits humains s'applique à tous, sans aucune distinction. Le droit à l'intégrité physique et psychologique est universel. La violence et le mauvais traitement, qu'ils soient physiques, psychologiques, verbaux ou économiques, ne sont pas acceptables, quelle qu'en soit la victime. Nous avons été informés du phénomène qui est en train de s'étendre au Burundi, où les hommes ont décidé de briser le silence et de dénoncer les violences conjugales qu'ils subissent de la part de leurs épouses. Nous considérons que c'est une avancée positive qu'au Burundi, les hommes osent signaler être victimes de mauvais traitements par leurs épouses. Cela doit être pris au sérieux. À côté de cela, la présidente du mouvement Inamahoro fait savoir que cette journée est en même temps une occasion de dénoncer toutes les violences faites aux hommes. Suivez encore une fois Marie-Louise Balichako. La Journée internationale de l'homme est une opportunité pour briser le silence autour des problèmes de santé mentale et des difficultés domestiques masculines. Ces plaintes révèlent comment les stéréotypes de genre nuisent aux hommes. Le fait que de par la culture, les hommes ne pleurent pas, l'homme doit dominer et l'homme ne doit jamais montrer ses sentiments, a toujours empêché les victimes masculines de s'exprimer par crainte du ridicule ou de l'incrédulité. En brisant le silence, ces hommes posent un acte de courage, de bravoure et d'authenticité. Pour le mouvement Inamahoro, l'égalité des genres ne signifie pas
la substitution d'une domination par une autre, celle des hommes par celle des femmes ou vice-versa. Elle signifie le respect mutuel et le partage équilibré des responsabilités et des pouvoirs au sein du ménage. Autant nous plaidons toujours que les hommes comprennent et respectent ce principe sacro-saint pour garantir le bon vivre ensemble dans la famille, autant nous voulons aussi lancer un appel aux femmes pour qu'elles comprennent que le droit implique aussi l'obligation. Nous devons faire à nos époux ce que nous leur demandons de faire pour nous. Nous devons construire ensemble une relation saine et un respect mutuel, une société où le respect est la seule monnaie d'échange légitime au sein du foyer. À cette occasion de la Journée internationale de l'homme, le mouvement Inamahoro souhaite encore une fois une très bonne fête à tous les hommes et les garçons. Nous rappelons que le travail des droits humains et de l'égalité doit se faire avec tous et pour tous. Parlons à présent santé où l'Association nationale de soutien aux séropositifs et malades du sida ANSS Santé Plus en sigle appelle le gouvernement burundais à renforcer son appui aux initiatives des organisations actives dans la lutte contre le VIH-Sida. La directrice de cette structure a lancé cet appel ce 17 novembre lors du lancement de la semaine mondiale dédiée au dépistage du VIH et des autres infections sexuellement transmissibles. Jeanne Gapia explique que depuis l'arrêt des financements autrefois accordé par certains pays donateurs dans la lutte contre le VIH, un vide préoccupant s'est créé. Elle souligne que cette situation rend l'intervention de l'État indispensable pour éviter que les progrès réalisés ne soient compromis. Suivez Jeanne Gapia et les directrices de la NSS Santé Plus. Icyo rero twe dusaba nuko twokwicara hamwe tukarabira hamwe ivyokorwa ariko na cyane cyane. Ce que nous demandons, c'est de pouvoir nous asseoir ensemble afin d'examiner les actions à entreprendre, mais surtout d'analyser le déficit actuel qui est très important depuis que les États-Unis ont suspendu les raids. Je tiens toutefois à préciser que d'autres pays, même s'ils n'ont pas totalement interrompu leur appui comme les Américains, sont eux aussi en train de le réduire. Or, la maladie n'a pas disparu, simplement parce que les financements habituels se sont taris. Nous devons donc nous mobiliser, mais le gouvernement a un rôle central. Il doit renforcer son engagement car notre travail consiste seulement à appuyer les efforts de l'État comme tout citoyen burundais. Toutefois, il y a toujours un responsable principal, c'est lui à qui incombe la première responsabilité, c'est l'État. Nous, de notre côté, continuons à faire de notre mieux, mais nous avons besoin que le gouvernement reconnaisse et soutienne nos efforts. C'était Jeanne Gapia, directrice de la NSS Santé Plus. Retour sur la commune Matongo de la province de Botaniel pour vous parler cette fois-ci de la destruction méchante des champs de culture par des inconnus. Cela s'est passé dans la nuit de dimanche dernier. Ces malfaiteurs accusaient le propriétaire de sorcellerie. Il était avec Elvis Niyomonge. Des champs cultivés de patates douces, manioc, maïs, pommes de terre et haricots ont été coupés ou arrachés par des habitants de la colline Nteko, zone Ngoro, commune Matongo, dans la province de Butanyerera. Ces actes de sabotage ont eu lieu dans la nuit du 16 au 17 novembre 2025, selon nos sources sur place. Ces malfaiteurs acquittent le propriétaire de ces champs de sorcellerie, affirmant qu'il aurait déjà pris d'ailleurs plusieurs vies aux familles de la localité, poursuit notre source. L'un des présumés auteurs de ces actes de destruction a été arrêté le 17 novembre 2025 et est actuellement interrogé par la police. Il n'a pas encore révélé les motivations de cet acte. Ce genre de vandalisme n'avait plus été observé depuis l'année dernière dans la zone de Gatara, au lieu du Imbirizi. Selon les autorités locales, ces actes résultent souvent de conflits fonciers ou de querelles familiales. Pacifique Nyonesa, chef de la zone Ngoro, qui s'est rendu sur les lieux, déplore profondément cette destruction de culture qui nourrissent de nombreuses familles. Il appelle les responsables administratifs à encourager tout citoyen ayant des soupçons sur quelqu'un à s'adresser à la justice au lieu de se faire justice soi-même. Merci à toi Elvis Niyomonge. Hors de nos frontières, on parle de la visite au camp de Nyarugusu ce mardi de Soudimwa Kibasi, chargé des questions des réfugiés au ministère tanzanien de l'Intérieur, accompagné par 5 ambassadeurs. Ils ont rencontré les représentants des réfugiés et les ont rappelé qu'ils doivent retourner
coûte que coûte dans leur pays. Les représentants des réfugiés qui ont participé à cette réunion n'ont pas cessé de montrer leurs inquiétudes quant à leur sécurité suite à ce rapatriement forcé. Ils ont également fait savoir que les aides qu'on leur donne ont sensiblement baissé et que les femmes ne bénéficient plus de kits pour leur hygiène. Nos sources au camp de Nyarugusu disent regretter que leurs inquiétudes n'ont pas été prises en considération. Une courte pause et nous abordons la deuxième partie de ce journal. Place maintenant au mini-magazine au cœur de la société qui vous parle aujourd'hui du manque criant des fertilisants dans toutes les provinces du Burundi, laissant un manque à gagner au sein des cultivateurs. Au cœur de la société vous est présenté par Pierre Gahungu. Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission préparée en synergie par les radios Inzamba Agatekakawe, Radio RPA Ijuya Wanyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. Le problème de l'accès aux intrants agricoles au Burundi est une difficulté qui semble devenir un défi impossible à résoudre pour les agriculteurs, et ce depuis de nombreuses années. Les cultivateurs se retrouvent souvent dans la détresse, d'autant plus qu'ils ont déjà payé sans jamais recevoir l'engrais qui leur avait été promis par la société de production FOMI. Cette pénurie d'engrais entraîne diverses conséquences, tant sur la production agricole en général, que sur la dégradation des sols, auparavant habitués à recevoir cet apport. Dans notre magazine Au cœur de la société, nous revenons sur les plaintes de la population qui a payé mais reste dans l'attente, ainsi que sur certaines de ses conséquences. Cette émission vous est présentée par Pierre Gahungu. Soyez tous les bienvenus. La colère monte parmi les cultivateurs dans plusieurs provinces du Burundi. Beaucoup affirment avoir payé leurs engrais chimiques et autres intrants agricoles sans jamais les recevoir à temps. Ces retards mettent en péril les récoltes et plongent de nombreuses familles rurales dans le désespoir. Des précisions dans ce reportage de notre collègue Bonfils Nyongere. Des cultures jaunies, des plants qui ne survivent plus et des agriculteurs désespérés. C'est l'image qui se répète cette saison agriculturale dans plusieurs provinces du pays. Depuis plusieurs mois, les cultivateurs affirment manquer d'engrais chimiques de différents types alors qu'ils les avaient pourtant payés à l'avance. Dans la province de Butanyerera, notamment dans les communes de Kayanza, Matongo et Ngozi, de nombreux cultivateurs expliquent avoir versé de l'argent exigé par les autorités locales et dans les délits, mais qui n'ont même pas aperçu la moindre trace du sac d'engrais chimiques qu'ils avaient commandé. Conséquence, disent-ils, des récoltes risquent d'être perdues. La situation est la même dans la province de Gitega, dans les communes de Mwaro, Bugendana et Muramvya. Là, certains responsables administratifs reconnaissent que cette saison agriculturale ressemble à une année blanche. Ils évoquent le manque d'engrais lorsqu'ils n'arrivent pas avec d'importants retards ainsi que la pénurie de semences. Les agriculteurs témoignent avoir déjà perdu la moitié de la production qu'ils espéraient. Ce manque d'engrais touche aussi la plaine d'Olimbo dans les anciennes provinces de Bubanza, Chibitoke et Bujumbura. Ces zones autrefois réputées très productives n'ont pas été approvisionnées à temps. Ailleurs, aucun engrais chimique n'a été distribué. Face à cette pénurie, certains agriculteurs n'ont eu d'autre choix que de se tourner vers le marché où les prix sont 3 à 4 fois supérieurs au montant qu'ils avaient payé initialement. Le gouvernement burundais affirme pour sa part multiplier les efforts afin que l'engrais chimique redevienne disponible. Mais sur le terrain, les difficultés persistent, souvent imputées aux fournisseurs, aux intermédiaires chargés de la distribution ou encore à certains administratifs accusés de compliquer la tâche aux populations, empêchant ainsi l'engrais chimique d'arriver jusque chez les cultivateurs. Pour ces derniers, le manque d'engrais chimique ne signifie pas seulement une perte financière, ils craignent que cela n'entraîne une crise alimentaire globale dans le pays. Faustin Dikoumana, directeur national de la PARSEM, indique que les fertilisants constituent un besoin fondamental si l'on veut accroître le rendement agricole dans un pays. Il appelle donc le gouvernement burundais à prioriser ce secteur clé pour l'économie nationale en veillant à ce que les fertilisants soient produits en quantité et en qualité suffisantes.
pour le Burundi, où les experts affirment que le taux d'acidité du sol burundais est de plus en plus élevé, et considérant aussi la petitesse de la superficie agricole, si on a une superficie agricole très réduite, et en contrepartie, il faut une agriculture intensive, ça veut dire qu'il exige un rendement élevé. Or, pour pratiquer une agriculture intensive, un rendement élevé, il faut disponibiliser les fertilisants. Dans une moindre mesure, même il y a une moyenne d'engrais par hectare qui est exigée par les normes internationales du FAO. Et je crois que quelque part, il faut songer à avoir des engrais, des fertilisants en quantité et en qualité suffisante selon notre diversité culturelle. Il faut considérer que on voit que le gouvernement avait tenté de pratiquer la politique ici, ça veut dire promouvoir l'industrialisation de substitution des importations dans le secteur de la production des engrais chimiques pour soutenir le secteur agricole. Parce qu'on a vu la création d'une entreprise de fourmis, soi-disant qu'elle allait produire ici, sur place, l'engrais chimique nécessaire pour couvrir le marché intérieur, le marché local. Mais de plus en plus, on voit qu'il y a des problèmes au niveau de la disponibilité, au niveau de la quantité, et de la disponibilité à temps et la quantité suffisante. Et beaucoup d'agriculteurs se lamentent à ce niveau. Je crois que quelque part, c'est un constat qui est là, et même les plus hautes autorités, voilà, c'est le Premier ministre, le ministre de l'Agriculture, n'ont cessé de le dénoncer et de l'affirmer. Et là où le bas blesse, c'est que si on lit le budget alloué au secteur agricole, on constate amèrement que plus de 300 milliards de fonds alloués au budget agricole sont orientés dans la subvention du secteur des engrais chimiques. Ça veut dire plus de 60. Par un effort substantiel de la part du gouvernement, du moins si on lit la structure du budget alloué au secteur agricole. Donc, dans ce cas, il y a une perte énorme si on consentit les moyens pour subventionner un secteur et les résultats ne suivent pas pour autant. Je crois qu'il faut prendre des mesures concrètes pour rectifier le tir. Pour Faustin Ndikumana, deux voies s'imposent pour trouver une solution durable à ce problème de manque de fertilisants. Soit que c'est l'entreprise de fourmis qui essaie d'investir davantage ici dans notre pays pour accroître sa production d'engrais, de fertilisants ici sur place. On voit que des fois qu'il a commencé à délocaliser son entreprise, en essayant d'investir dans les pays limitrophes. On en convient, on ne peut pas empêcher une entreprise d'afficher ses performances ou d'investir une partie de ses profits, de ses bénéfices pour accroître son influence sur ses investissements. Mais si du moins le marché local s'en trouve non couvert, il faudrait des investissements supplémentaires ici sur le marché local. Outre cela, le gouvernement aussi devrait aussi rompre son monopole et libéraliser le secteur d'engrais, appeler tous les plusieurs importateurs à s'orienter dans l'importation des engrais chimiques. Mais là aussi, il faudrait songer à mettre l'engrais chimique sur la liste des produits stratégiques devant bénéficier prioritairement des devises de la Banque centrale pour amortir le choc lié au coût élevé et si du moins on importe avec le coût des devises du marché parallèle. Si à ce niveau le gouvernement priorise l'importation des engrais à partir du marché bancaire, du marché des devises, du marché de change et officiel au niveau de la Banque centrale, ça pourrait quand même faire quelque chose. Dans ce cas, la concurrence ferait qu'il y ait une disponibilité d'engrais importés et aussi d'engrais produits sur place. Et le rejet de la concurrence ferait le reste. Faustin Ndikumana, expert en économie et directeur national de l'organisation Parsem, était l'invité de l'émission. Vous avez entendu que selon lui, le rôle de l'État est crucial dans la mobilisation des devises, ce qui constitue l'obstacle principal à l'obtention des engrais. Et c'est ici que nous mettons un point final au magazine Au cœur de la société. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Pierre Gaoungu était à la présentation. Au revoir et à la prochaine. C'était l'émission Au cœur de la société. Et voilà, c'est par ce mini-magazine que prend fin le journal en français de ce mercredi 19 novembre 2025. Merci pour votre aimable écoute. Merci également aux équipes rédactionnelles et techniques pour leur franche et parfaite
collaboration. À la présentation de ce journal, vous étiez avec Josiane Mozaneza. Excellente soirée chez vous. Au revoir.